Ma femme infidèle m'a craché, mon ex ne disait jamais non. Ça, c'est un vrai homme. Je lui ai tendu sa valise et j'ai dit. Vengeance. L'amour ne survit pas à la trahison. On dit qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un avant de le surprendre sans vêtements dans votre propre lit, avec le bébé de son patron grandissant dans son ventre. J'aimerais pouvoir dire que c'était la pire partie de mon mardi, mais ce serait un mensonge. Je m'appelle Tom Craney, il y a 3 jours, je pensais vivre le rêve américain dans cette ville digne d'une carte postale. Une ferme de 2 étages avec une bonne charpente, une entreprise de construction qui payait vraiment les factures, et une femme qui semblait tout droit sortie d'un magazine d'entreprise. Mélanie avait cette beauté acérée qui faisait se retourner les autres hommes et me donnait l'impression d'avoir gagné une sorte de loterie cosmique. Il s'est avéré que le château de cartes s'effondrait déjà. J'étais juste trop stupide pour entendre le vent. Tout a commencé au barbecue de Jenny Morrison, samedi dernier. Jenny est notre voisine, le genre de femme qui connaît les affaires de tout le monde avant eux et qui traite les commérages comme un sport de compétition. Je sirotais une bière près de sa clôture, observant Mélanie séduire la foule dans sa robe d'été de créateur, quand je l'ai entendu parler à sa meilleure amie, Sacha. « Alors, quand est-ce que tu parles à Tom de la petite surprise ?» demanda Sacha, sa voix portant cette nuance particulière de jubilation malveillante qui vous donne la chair de poule. Mélanie a ri. Un son comme du verre qui se brise. Pourquoi gâcher une bonne chose? Cal dit qu'on devrait attendre que la promotion soit officielle. Cal d'Inston, son patron au siège social en ville. 1,88 m de charme aux cheveux d'argent et assez d'argent pour acheter la moitié de la ville. Le genre d'homme qui portait des costumes à 1000 $ et conduisait des voitures qui coûtaient plus cher que les maisons de la plupart des gens. D'ailleurs, a poursuivi Mélanie, Tom est tellement enfoui dans ses petits projets de construction qu'il remarque à peine que j'existe. Ce bébé mérite mieux que de la sueur et des rêves brisés. La bouteille de bière m'a glissé des mains et s'est fracassée sur la terrasse en béton de Jenny. Tout le monde s'est retourné pour me regarder, mais je m'éloignais déjà, mon monde basculant, comme une maison construite sur de mauvaises fondations. Cette nuit-là, j'ai consulté notre agenda partagé sur mon téléphone. C'était là. Mélanie avait un rendez-vous avec le docteur Sarah Williams mardi prochain, un rendez-vous chez le gynécologue. Elle l'avait noté comme un « contrôle de routine », mais rien dans le comportement secret de Mélanie ces derniers temps n'avait été routinier. J'ai commencé à faire attention, vraiment attention. Mardi matin est arrivé comme un train de marchandises que je ne pouvais pas esquiver. J'ai suivi la BMW argentée de Mélanie de notre maison sur Grigg Mill Road jusqu'au complexe médical du centre-ville. Je me suis assis dans mon pick-up et je l'ai regardé entrer dans la clinique pour femmes avec cette démarche assurée de quelqu'un à qui le monde appartient. Quand elle est sortie 1 heure plus tard, elle était au téléphone, souriant plus largement que je ne l'avais vue sourire depuis des mois. Cal, c'est confirmé. 12 semaines. Sa voix a traversé le parking comme une sentence de mort. Je sais. Je sais. Tom ne se doute de rien. Je suis rentré chez moi dans un état second, les mains tremblantes sur le volant. 12 semaines. Cela plaçait la conception aux alentours de la Saint-Valentin. Période pendant laquelle j'avais été à Portland pendant 3 jours pour terminer la rénovation d'un local commercial, et Mélanie avait prétendu être trop malade avec la grippe pour m'accompagner. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté écœurante, les bijoux coûteux apparus sans explication, les nuits tardives au dîner de clients, la façon dont elle avait commencé à me regarder comme si j'étais quelque chose qu'elle aurait raclé sous sa chaussure. Je me suis garé dans notre allée et je suis resté là pendant 10 minutes, à regarder la maison que je rénovais depuis 2 ans. La véranda qui l'entourait était encore à moitié finie, le bois empilé à côté des marches d'entrée comme de bonnes intentions qui avaient mal tourné. Toute la maison avait l'air fatiguée, comme si elle renonçait à être belle. C'est là que j'ai fait ma première erreur. J'ai décidé de l'affronter directement. Mélanie est rentrée vers 18 h, avec des plats à emporter du restaurant thaïlandais chic de la rue principale. Elle avait cet éclat d'après-travail qui, autrefois, me serrait la poitrine de fierté. Maintenant, ça me donnait juste la nausée. Il faut qu'on parle, ai-je dit, lui barrant le chemin vers la cuisine. Elle a posé le sac de nourriture et s'est tournée vers moi, son expression passant d'une légère contrariété à quelque chose de plus froid. À propos de quoi? De Cal d'Inston? Du bébé que tu portes et qui n'est pas le mien. Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Puis Mélanie a souri. Pas le sourire chaleureux dont j'étais tombé amoureux il y a 8 ans, mais quelque chose de vif et de calculateur. Il t'en a fallu du temps pour comprendre,
a-t-elle dit en me dépassant pour monter les escaliers. Je me demandais quand tu commencerais à avoir un cerveau. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Elle s'est arrêtée sur la 3e marche, la main posée sur la rampe comme si elle posait pour une couverture de magazine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Tom? Que je suis désolé? Que ça ne signifiait rien. Elle a ri, le son résonnant dans notre salon à moitié rénové. Ça signifie tout. Qu'elle peut me donner des choses que tu n'aurais jamais pu m'offrir. La sécurité, un statut, un avenir qui n'implique pas de se demander si on pourra payer le loyer le mois prochain. Nous sommes propriétaires de cette maison. Mon entreprise est solide. Ton entreprise, c'est le travail d'un petit entrepreneur dans une ville industrielle en déclin, m'a-t-elle coupé. Cal me propose un poste de vice-présidente au bureau régional. Du vrai argent, de vraies opportunités, et son bébé. Sa main s'est instinctivement posée sur son ventre encore plat. Un bébé avec un fonds en fiducie et les frais de scolarité pour une école privée déjà mis de côté. Pas mal pour 3 mois de travail. La cruauté désinvolte de ses propos m'a frappé comme un coup physique. Dégage. Pardon? Fais tes affaires et sors de ma maison. Ce soir. Le sang-froid de Mélanie s'est légèrement fissuré. Ne sois pas dramatique, Tom. On peut arranger ça. Je garde le bébé. Tu gardes la maison. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne? Les mots sont sortis comme un rugissement qui nous a surpris tous les deux. Tu m'as trompé, tu es tombée enceinte d'un autre homme, et maintenant tu veux arranger ça. Ce n'est pas comme si on avait quelque chose de réel, de toute façon, a-t-elle dit, sa voix redevenant glaciale. Quand est-ce que tu m'as regardé pour la dernière fois? Vraiment regardé? J'ai 34 ans, Tom. Je ne vais pas gâcher ce qu'il me reste de mes belles années à jouer à la dinette avec quelqu'un qui me traite comme un meuble. Je suis monté en trombe à l'étage et j'ai arraché ses valises du placard de la chambre, les jetant sur notre lit. Fais tes bagages. Maintenant. Tu ne peux pas me mettre dehors. Je vis ici aussi. Regarde-moi faire. Pendant l'heure qui a suivi, je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant qu'elle emballait ses vêtements de marque et ses chaussures de luxe. Elle se déplaçait avec une lenteur délibérée, comme si elle essayait d'étirer chaque seconde, attendant que je change d'avis. Je ne l'ai pas fait. Quand elle a eu fini, j'ai descendu ses valises et je les ai jetées par la porte d'entrée. Elles ont atterri avec des bruits sourds et satisfaisants sur l'allée de gravier, déversant des chemisiers en soie et de la lingerie en dentelle sur le sol. Tu fais une erreur, a dit Mélanie depuis le seuil. Non, ai-je répondu en lui claquant la porte au nez. J'en répare une. Je l'ai regardé par la fenêtre du salon ramasser ses affaires éparpillées, le visage contracté par l'humiliation. Jenny Morrison travaillait dans son jardin d'un accent grave côté, feignant de ne pas regarder tout en enregistrant chaque détail. Le lendemain matin, toute la ville saurait que Tom Crane avait jeté sa femme comme les ordures de la veille. Bien. Qu'il parle. J'ai ouvert une bière et me suis assis sur ma véranda à moitié finie, regardant Mélanie charger sa voiture. Elle n'arrêtait pas de regarder la maison, comme si elle s'attendait à ce que je sorte en courant après elle, implorant son pardon. Au lieu de ça, j'ai levé ma bouteille de bière dans un simulacre de toast et j'ai bu une longue gorgée. Elle est partie sans un autre mot, ses feux arrière disparaissant dans la soirée comme des étoiles mourantes. J'aurais dû savoir que ce ne serait pas si facile. Vers minuit, des phares ont balayé mon jardin. Pas la BMW de Mélanie, quelque chose de plus gros, de plus sombre. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai senti un frisson me parcourir comme de l'eau glacée. Un escalade noir était garé dans mon allée, le moteur en marche. 3 hommes en sont sortis, se déplaçant avec cette sorte de confiance désinvolte qui disait qu'ils avaient l'habitude d'obtenir ce qu'ils voulaient par l'intimidation. J'ai reconnu le plus grand, Grant Morrison sans lien de parenté avec ma voisine Jenny, 1,93 m de muscles d'ex-militaire, qui travaillait comme chef de la sécurité de Cal Dinston. Je l'avais vu en ville, portant toujours des costumes coûteux qui ne parvenaient pas tout à fait à cacher le renflement en forme d'arme sous son aisselle gauche. J'ai attrapé la batte de baseball que je gardais près de la porte d'entrée et je suis sorti. Propriété privée, messieurs. Il est temps de partir. Grant a souri, montrant des dents trop blanches et trop parfaites. Doucement, petit entrepreneur. On veut juste avoir une conversation. Il n'y a rien à dire. Le patron n'est pas de cet avis. Grant a fait un signe de tête à ses compagnons,
2 hommes plus jeunes qui semblaient avoir appris leurs compétences relationnelles en prison fédérale. Il dit que tu as harcelé sa copine. Ce n'est pas très amical. Sa copine était ma femme il y a environ 6 heures. C'est drôle comme les choses changent. Grant s'est approché. Assez près pour que je puisse sentir son parfum coûteux mêlé à quelque chose de plus sombre. Voilà comment ça va se passer. Tu vas t'excuser auprès de Madame Crane pour ta petite crise de ce soir. Tu vas la reprendre, gentiment et sans faire de vagues. Et tu vas faire semblant que ce bébé est le tien quand il naîtra. Ou quoi? Ou on va devoir faire preuve de créativité pour t'apprendre les bonnes manières. J'ai resserré ma prise sur la batte. 3 contre 1, ça ne semble pas très juste. Grant Harry, le son résonnant contre les arbres qui entouraient ma propriété. La justice n'a rien à voir là-dedans, Tom. Il s'agit de comprendre ta place dans le monde. Et quelle est cette place? Sous la botte de mon patron. C'est là que j'ai balancé la batte. J'ai attrapé Grant dans les côtes, le pliant en deux avec un grognement de douleur. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que j'avais une chance. Puis ses amis m'ont présenté l'extrémité d'une matraque télescopique, et le monde a explosé en étoiles et en obscurité. Quand j'ai repris conscience, je rebondissais dans le coffre d'une voiture, les poignets attachés dans le dos avec des serre-câbles et la bouche ayant un goût de pièces de cuivre. Chaque nid de poule ressemblait à un coup de masse sur mon crâne, et l'odeur d'huile de moteur me donnait la nausée. La voiture s'est finalement arrêtée et le coffre s'est ouvert pour révéler le visage laid de Grant, sa silhouette se découpant sur une canopée de pin. Nous étions au plus profond des bois, le genre d'endroit où l'on peut crier pendant des heures sans que personne ne vous entende. Debout, la belle au bois dormant, a dit Grant, me sortant du coffre par le col de ma chemise. C'est l'heure de ton éducation. Il m'avait déshabillé jusqu'à me laisser en caleçon et en bottes de travail, me laissant frissonner dans l'air nocturne d'octobre. Mes côtes me semblaient être du verre brisé, et quelque chose de chaud coulait le long de ma tête. Voici la leçon, a poursuivi Grant, sortant un couteau de chasse qui brillait au clair de lune. Tu ne touches pas à ce qui appartient à Cal Dunston. Tu ne menaces pas ce qui appartient à Cal Dunston. Et tu ne mets surtout pas dans l'embarras ce qui appartient à Cal Dunston. Elle n'est pas une propriété, ai-je réussi à croasser à travers mes lèvres fendues. Tout est une propriété si tu as assez d'argent pour l'acheter. Il a pressé le couteau contre ma gorge juste assez pour laisser une fine ligne cuisante. Y compris toi. Alors, quel est le plan? Me tuer et m'enterrer ici? Le sourire de Grant s'est élargi. Rien d'aussi dramatique. Le patron te veut vivant, mais humilié. Il veut que tu comprennes que le défi a des conséquences. Il a fait un signe de tête à ses compagnons qui m'ont saisi les bras et m'ont forcé à m'agenouiller sur les aiguilles de pin et les feuilles mortes. Voilà ce qui arrive quand les garçons de la campagne oublient leur place, a dit Grant, en levant le poing. Ce qui a suivi a été une leçon magistrale de 20 minutes d'intimidation professionnelle. Ils n'ont cassé aucun os ni causé de dommages permanents. C'étaient des experts qui savaient exactement combien de punitions un corps pouvait supporter sans s'effondrer complètement. Quand ils ont eu fini, j'avais l'air d'avoir été heurté par un camion forestier, mais je respirais encore. Si tu parles à quelqu'un de cette petite conversation, a dit Grant alors qu'il m'entraînait plus profondément dans les bois, la prochaine fois ne sera pas si amicale. Ils m'ont laissé attaché à un arbre à environ 8 km de la route la plus proche, toujours en caleçon, éraflé et meurtri par une douzaine de coupures et de contusions. Les serre-câbles étaient assez serrés pour couper la circulation, et la nuit d'octobre était assez froide pour en finir. Quelqu'un finira par te trouver, a crié Grant par-dessus son épaule en s'éloignant. Ou pas. Quoi qu'il en soit, tu as appris ta leçon. Le bruit de leurs pas s'est estompé dans l'obscurité, me laissant seul avec le bruit du vent dans les arbres et le hurlement lointain des coyotes. J'ai passé les 3 heures suivantes à m'écorcher les poignets contre l'écorce rugueuse du pin, utilisant la colère comme carburant pour tenir l'hypothermie à distance. Les serre-câbles ont finalement cédé vers 4 heures du matin, juste au moment où la première lueur grise de l'aube commençait à filtrer à travers la canopée. Il m'a fallu 2 heures de plus pour tituber à travers les bois jusqu'à l'ancienne route forestière qui menait à la civilisation. Au moment où j'ai atteint le bitume, j'avais l'air de quelque chose sorti d'un film d'horreur, les vêtements déchirés et boitant comme un animal blessé. Le vieux Pet Hoffman m'a trouvé effondré au bord de la route 15, délirant d'épuisement et perdant trop de liquide. Pet était un flic à la retraite qui vivait dans une cabane à environ 15 km de la ville, le genre de vieux bougon qui se mêlait de ses affaires et s'attendait à ce que tout le monde fasse de même. Bon sang, Tom,
a-t-il marmonné en me chargeant dans sa vieille camionnette Ford. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Cal d'instant m'est arrivé. Le visage buriné de Pete s'est assombri de compréhension. Tout le monde en ville connaissait la réputation de Cal, même si la plupart des gens étaient trop intelligents ou trop effrayés pour en parler ouvertement. Il faut qu'on t'emmène à l'hôpital. Pas d'hôpital, pas de flic. Emmène-moi juste dans un endroit sur où je peux réfléchir. Pete a étudié mon visage un long moment, puis a hoché la tête. Chez moi, alors. Il a passé le lendemain à nettoyer mes blessures et à me donner de la soupe pendant que je lui racontais toute l'histoire. Pete a écouté sans juger, grognant de temps en temps ou secouant sa tête grise. Alors, quel est ton plan? A-t-il demandé quand j'ai eu fini. Je ne sais pas encore. Eh bien, tu ferais mieux de te décider vite. Les hommes comme Cal ne donnent pas 2 avertissements. La prochaine fois qu'ils viendront te chercher, ce sera pour de bon. Cette nuit-là, allongé sur le canapé défoncé de Pete avec les côtes bandées, j'ai regardé le plafond et j'ai laissé ma colère se cristalliser en quelque chose de plus dur et de plus ciblé. Cal d'instant pensait qu'il m'avait brisé. Il pensait qu'il m'avait appris ma place dans l'ordre naturel des choses. Il avait tort. J'ai passé la semaine suivante dans la cabane de Pete à guérir et à planifier. Pete avait des contacts dans tout le comté, des flics à la retraite, des ouvriers du bâtiment, des barman et des mécaniciens qui formaient le réseau invisible qui faisait fonctionner les petites villes. En 3 jours, j'en savais plus sur les affaires de Cal d'instant que son propre comptable. L'homme était corrompu, mais il était malin. Rien d'ouvertement illégal, juste le genre de comptabilité créative et de processus d'appel d'offres sélectifs qui font des millionnaires avec des hommes à la morale flexible. Il possédait la moitié de l'immobilier commercial de la ville, avait des parts dans 3 entreprises de construction différentes et entretenait une écurie de politiciens locaux qui obéissaient au doigt et à l'œil. Mais chaque homme a ses faiblesses, et celle de Cal était son ego. Il aimait que les gens sachent qu'il était intouchable, il aimait la peur et le respect qui accompagnaient sa réputation. Plus important encore, il aimait être perçu comme le genre d'homme qui prend ce qu'il veut sans en subir les conséquences. Cet orgueil allait être sa chute. Ma première cible a été Grant Morrison. J'ai passé 2 jours à observer sa routine, à apprendre ses habitudes. Tous les mardis soirs, Grant allait au bar Mickey's sur la rue principale pour boire du whisky cher et intimider les habitants. Il garait toujours sa Mercedes noire impeccable dans la ruelle derrière le bâtiment, à l'abri des passants et des vandales potentiels. Mardi soir, je l'attendais. Grant est sorti en titubant de chez Mickey vers minuit. Assez saoul pour être imprudent, mais pas assez pour être sans défense. Parfait. Je l'ai attrapé à mi-chemin de sa voiture, sortant de l'ombre comme une apparition de ses pires cauchemars. « Tu te souviens de moi » ai-je demandé, en brandissant la batte de baseball en aluminium que j'avais empruntée au garage de Pete. La main de Grant s'est instinctivement dirigée vers son étui d'épaule, mais il était trop lent et trop ivre. Je lui ai frappé les jointures avec la batte, en voyant son pistolet déraper sur le pavé mouillé. Doucement, le dur à cuire, ai-je dit en donnant un coup de pied dans l'arme pour l'envoyer dans une bouche d'égout. On va juste avoir une conversation. T'es un homme mort, crâne. Peut-être. Mais d'abord, tu vas apprendre les bonnes manières. Ce qui a suivi n'a pas été joli, mais a été efficace. Je n'ai cassé aucun os ni causé de dommages permanents. Après tout, j'avais appris des meilleurs. Mais je me suis assuré que Grant se souviendrait de chaque seconde de notre petite discussion. Quand j'ai eu fini, je lui ai attaché les mains dans le dos avec des serre-câbles et j'ai utilisé du ruban adhésif pour le fixer au siège conducteur de sa Mercedes. Puis j'ai ouvert toutes les fenêtres, j'ai mis le chauffage au maximum et j'ai vidé un seau de crevettes crues que j'avais acheté au marché aux poissons sous le tableau de bord. Le temps que quelqu'un te trouve, lui ai-je dit, cette voiture va sentir la marée basse et l'enfer. Amuse-toi à expliquer ça à ton patron. J'ai pris des photos de l'humiliation de Grant avec son propre téléphone, puis je les ai postées sur tous les comptes de réseaux sociaux qu'il avait. En quelques heures, les images circulaient en ville comme une traînée de poudre, le grand et effrayant homme de main réduit à une risée attachée et puant la crevette. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau de Cal en ville. Je ne suis pas entré. Je me suis juste assis sur le parking en attendant qu'il me voie. Il est sorti vers 10 heures, flanqué de 2 nouveaux gardes de sécurité qui avaient l'air encore plus méchants que Grant. Les cheveux argentés de Cal étaient parfaitement coiffés, son costume anthracite valait plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Il avait l'air du succès incarné, jusqu'à ce que ses yeux croisent les miens.
J'ai baissé ma vitre et j'ai souri, en lui faisant un signe amical. Belle matinée, n'est-ce pas, Cal? Ai-je crié. Son visage est devenu blanc de rage. Il a dit quelque chose à son équipe de sécurité, mais ils étaient assez intelligents pour reconnaître un lieu public avec des témoins. Au lieu de charger à travers le parking, ils sont montés dans la Bentley de Cal et sont partis. Mais le message était passé. Je ne me cachais plus. Cet après-midi-là, Mélanie s'est présentée à la cabane de Pete. Tom, il faut qu'on parle, a-t-elle dit, debout sur le porche dans une robe de maternité de créateur qui mettait en valeur son ventre arrondi. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu, sans prendre la peine de me lever de ma chaise. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Les avocats de Cal. Les avocats de Cal peuvent aller se faire voir. Le sang-froid de Mélanie s'est légèrement fissuré. Tu vas te faire tuer. Peut-être, mais avant, je vais m'assurer que tout le monde dans cette ville sache exactement quel genre de femme tu es. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une capture d'écran du groupe Facebook privé de la ville, le moulin à ragots numérique où l'information voyageait plus vite que l'éclair. Quelqu'un avait posté une photo de Mélanie et Cal s'embrassant sur le parking du Riverside Motel, ainsi qu'une chronologie détaillée de leur liaison. Jenny Morrison a été bien occupée, ai-je dit en voyant la couleur quitter le visage de Mélanie. Il s'avère qu'elle suit vos petites visites au nid d'amour depuis des mois. C'est incroyable ce que les gens remarquent quand ils font attention. Imbécile. J'ai appris des meilleurs. Mélanie a semblé vouloir dire autre chose, mais son téléphone a commencé à vibrer de notifications. Son visage est devenu cendré alors qu'elle parcourait les commentaires et les messages. Ça ne marchera pas, a-t-elle dit. Mais sa voix avait perdu son assurance. Cal ne te laissera pas le détruire. Cal sera trop occupé à essayer de sauver sa propre réputation pour s'inquiéter de la mienne. Elle est partie sans un mot de plus, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. La femme de PDG intouchable commençait à réaliser que certaines choses ne pouvaient être ni achetées ni soumises par l'intimidation. Cette nuit-là, quelqu'un a jeté une brique à travers la fenêtre de Pete. Le message qui y était attaché était court et direct. Reste à l'écart ou sinon. Subtil, a marmonné Pete en balayant le verre brisé. Vraiment subtil. Ils deviennent désespérés. Les hommes désespérés font des choses stupides. Tu es sûr de vouloir continuer à titiller la bête? J'y ai réfléchi pendant exactement 2 secondes. Absolument. La phase suivante de ma campagne exigeait plus de finesse que de force brute. Cal Dinston avait bâti son empire sur la réputation et l'intimidation, ce qui signifiait que sa véritable faiblesse était l'embarras public. J'ai commencé petit. Des informations anonymes au journal local sur les pratiques commerciales de Cal. Des questions soigneusement formulées lors des réunions du conseil municipal sur les contrats sans appel d'offres et les contributions de campagne. Rien de poursuivable, rien d'illégal, juste assez pour semer le doute dans l'esprit des gens. En 2 semaines, la campagne de rumeurs prenait de l'ampleur. Les gens qui avaient eu peur de remettre en question les méthodes de Cal ont soudainement trouvé leur voie. Les propriétaires d'entreprises qui avaient été contraints à des accords défavorables ont commencé à partager leurs histoires. La véritable percée est venue lorsque j'ai approché Danny Sullivan, un journaliste local qui tentait d'enquêter sur les opérations de Cal depuis des années, mais qui n'avait jamais eu assez de preuves pour publier quoi que ce soit. Je peux te donner tout ce dont tu as besoin, lui ai-je dit autour d'un café dans un restaurant en dehors de la ville. Mais ça doit être fait correctement. Pas de journalisme à la hussarde, pas d'affirmations non fondées, juste des faits. Les yeux de Danny se sont illuminés comme un sapin de Noël. Quel est ton but, Tom? Qu'est-ce que tu y gagnes? La justice. C'est tout? J'ai pensé au rire cruel de Mélanie, au point de Grant, et au goût d'aiguilles de pain et de métal dans ma bouche. C'est suffisant. Au cours du mois suivant, Danny et moi avons travaillé ensemble pour monter un dossier en béton contre l'empire commercial de Cal, relevés bancaires, témoignages, paiements documentés. Nous avons assemblé une trace écrite qui se lisait comme une leçon magistrale de corruption locale. L'affaire a éclaté un jeudi matin, en première page du journal du comté avec le titre « Argent, pouvoir et corruption, l'empire Cal Dinston démasqué ». À midi, tous les médias du Maine reprenaient l'histoire. Le soir, elle était devenue une affaire d'État. Le monde soigneusement construit de Cal a commencé à s'effondrer comme un château de cartes dans un ouragan. Le procureur général de l'État a annoncé une enquête. Le FBI a ouvert un dossier.
Les procureurs locaux ont commencé à émettre des assignations à comparaître. En une semaine, 3 des plus gros contrats gouvernementaux de Cal ont été suspendus en attente d'examen. Mais le vrai dommage était social. Dans une petite ville comme la nôtre, la réputation était tout, et celle de Cal avait été brisée au-delà de toute réparation. L'homme qui avait autrefois inspiré la peur et le respect était maintenant la risée de tous, l'homme d'affaires corrompu qui avait été abattu par un petit entrepreneur rancunier. Mélanie a essayé de se distancier du scandale, mais il était trop tard. La liaison était désormais de notoriété publique, et sa grossesse était devenue la source de ragots et de spéculations préférées de la ville. Elle avait emménagé avec Sacha, mais même sa meilleure amie commençait à la considérer comme un fardeau. Je dînais au bar de Mickey un vendredi soir quand j'ai entendu Jenny Morrison parler à un groupe de femmes à la table voisine. Vous imaginez le culot de cette femme, disait Jenny, sa voix portant à travers le restaurant bondé. Se pavaner en ville avec le bébé d'un autre homme, comme si elle était une sorte de victime. J'ai entendu dire que Cal n'a pas répondu à ses appels depuis 2 semaines, a ajouté une autre femme. Dès que la pression est montée, il l'a laissée tomber comme une vieille chaussette. À quoi s'attendait-elle ? A répondu Jenny. Les hommes comme ça ne quittent pas leurs femmes pour leur maîtresse. Ils les utilisent et les jettent. La conversation s'est poursuivie, chaque femme ajoutant sa propre couche de jugement et de spéculation. À la fin, la réputation de Mélanie était aussi morte que l'empire commercial de Cal. J'aurais dû me sentir satisfait. Les gens qui avaient essayé de me détruire recevaient leur dû, et la justice était servie avec une bonne dose d'humiliation publique. Mais ce n'était pas assez. Pas encore. La confrontation finale a eu lieu par une froide soirée de novembre à l'ancien moulin de Grigg, l'usine textile abandonnée qui avait donné son nom à notre route. Le bâtiment était vide depuis 20 ans, un monument en ruine du passé industriel de la ville. J'avais choisi l'endroit avec soin. Il était assez isolé pour l'intimité, mais assez public pour que tout ce qui s'y passerait soit finalement découvert et commenté. Plus important encore, il avait le genre de poids symbolique qui donnerait à l'ensemble l'impression d'être le destin plutôt qu'une coïncidence. Cal est arrivé seul, ce qui m'a surpris. Je m'attendais à ce qu'il amène le reste de son équipe de sécurité ou au moins quelques avocats. Au lieu de cela, il est sorti de sa Toyota cabossée. Sa Bentley avait été saisie la semaine précédente, avec l'air d'un homme qui avait vieilli de 10 ans en 2 mois. « Tu voulais qu'on se voie ?» a-t-il dit, sa voix manquant de son ton autoritaire habituel. « Me voilà. »« C'est drôle comme les choses changent, » ai-je répondu, sortant de l'ombre où j'attendais. « Il y a 2 mois, tu m'as fait tabasser et jeter dans les bois comme un déchet. Maintenant, tu conduis une berline de 15 ans et tu vis dans un 2 pièces au-dessus de la quincaillerie. » La mâchoire de Cal s'est crispée, mais il n'a pas nié. Les enquêtes avaient gelé ses avoirs, et sa femme avait demandé le divorce, emportant la moitié de ce qui restait. Le puissant était tombé de haut, et vite. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-il demandé. Des excuses seraient un bon début. Pourquoi ? Pour avoir pensé que cette ville t'appartenait. Pour avoir pensé que ma femme t'appartenait. Pour avoir pensé que tu pouvais me détruire et t'en tirer sans rien. Cal a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu crois que tu as gagné quelque chose ? Tu crois que me détruire fait de toi le héros de cette histoire ? Je crois que ça nous met à égalité. À égalité ? Sa voix s'est élevée avec une colère sincère. Tu m'as tout coûté. Mon entreprise, ma réputation, mon mariage. Ton mariage ? Je me suis approché. Assez près pour voir la peur dans ses yeux. Tu veux dire la femme que tu trompais avec la mienne ? Ce mariage-là ? Au moins, je n'ai pas étalé mon linge sale à la vue de toute la ville. Non, tu as juste essayé de me faire tuer à coups de batte pour t'avoir surpris. Nous nous sommes regardés fixement à travers 3 mètres de béton brisé et de débris accumulés. 2 hommes qui avaient tout perdu pour des raisons différentes. Et maintenant ? A demandé Cal. Tu vas finir le travail, me tuer à coups de batte dans cette vieille ruine et plaider la légitime défense ? Rien d'aussi dramatique, ai-je dit en sortant mon téléphone. Je veux juste m'assurer que le monde entier sache qui est le vrai Cal Dunston. J'ai appuyé sur le bouton Facebook Live et j'ai tourné la caméra vers lui. En quelques secondes, des gens rejoignaient le direct. Des habitants curieux qui avaient suivi le scandale comme un feuilleton. Mesdames et messieurs, ai-je annoncé, j'aimerais vous présenter Cal Dunston, l'homme qui se croyait intouchable. L'homme qui détruisait des familles pour le plaisir et le profit.
L'homme qui est sur le point d'apprendre ce que signifie la responsabilité. Le visage de Cal est devenu blanc en réalisant ce qui se passait. Éteins ça. Ou quoi? Tu vas envoyer tes gars me tabasser à nouveau? Ah, attends. Grant Morrison travaille maintenant à la sécurité du centre commercial, pour $12 de l'heure. C'est drôle comme la loyauté ne va que dans un sens quand l'argent vient à manquer. Espèce de fils de... Ma mère était une sainte comparée à toi, ai-je répondu, en gardant la caméra fixée sur son visage. Maintenant, à propos de ses excuses. Ce qui a suivi a été 18 minutes du spectacle le plus satisfaisant auquel j'ai jamais participé. Cal a essayé de partir 2 fois, mais j'ai bloqué son chemin, le gardant dans le cadre pendant que des centaines de personnes regardaient en ligne. Les commentaires étaient brutaux et immédiats. D'anciens employés partageant leurs propres histoires de mauvais traitements, des propriétaires d'entreprises détaillant ses pratiques corrompues et des citoyens ordinaires exprimant leur dégoût face à son arrogance. À la fin, Cal sanglotait comme un enfant, sa façade soigneusement construite complètement brisée. Le puissant homme d'affaires avait été réduit à ce qu'il avait toujours été en dessous, un homme faible et avide qui avait confondu la peur avec le respect. « On a fini » a-t-il demandé quand la caméra a finalement cessé d'enregistrer. « Presque » ai-je dit, en allant à mon camion et en revenant avec une enveloppe Kraft. Une dernière chose. Je lui ai tendu l'enveloppe, qui contenait des copies de tous les documents que Danny Sullivan et moi avions rassemblés lors de notre enquête. Relevés bancaires, témoignages, appels téléphoniques enregistrés, tout ce qui avait fait tomber son empire. C'est l'œuvre de ta vie, lui ai-je dit. Regarde bien ce que la corruption et l'arrogance t'ont rapporté. Cal a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, son visage pâlissant à chaque page. Quand il a eu fini, il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Tu es minutieux. Je te l'accorde. J'ai appris des meilleurs. Tu m'as appris que la documentation est essentielle. Il est resté là un long moment, tenant les preuves de sa propre destruction. Puis il a ri, un son amer et brisé qui a résonné sur les murs de l'usine abandonnée. Tu sais ce qui est drôle? A-t-il dit. En fait, je te respectais. Jusqu'à la fin, je pensais que tu n'étais qu'un autre perdant de province qui ne connaissait pas sa place. Mais tu es en fait dangereux. Seulement pour les gens qui le méritent. Cal a hoché la tête, acceptant le jugement. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour le passage à tabac. Grant est allé trop loin avec ça. Grant suivait les ordres. Oui, c'est vrai. Cal a regardé autour de l'usine en ruine, observant les fenêtres cassées et les murs couverts de graffitis. Ça semble approprié, n'est-ce pas? 2 hommes qui ont tout perdu, se retrouvant dans un endroit déjà mort. Je n'ai pas tout perdu, l'ai-je corrigé. J'ai retrouvé mon amour-propre. Et moi, je n'ai plus rien à perdre. Il s'est tourné vers sa voiture, puis s'est arrêté. Fais attention à toi, Tom. Les hommes comme moi ne restent pas à terre éternellement. On est comme les cafards. On survit à tout et on revient plus fort. Les hommes comme toi sont exactement la raison pour laquelle le monde a besoin d'hommes comme moi. Il est parti sans un autre mot, me laissant seul dans l'obscurité grandissante. Je me suis assis sur le capot de mon camion et j'ai regardé le soleil se coucher derrière les arbres, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. La vidéo en direct sur Facebook est devenue virale en quelques heures, cumulant des milliers de vues et des centaines de partages. Des gens de tout l'État commentaient, partageant leurs propres histoires de fonctionnaires corrompus et d'hommes d'affaires véreux. Cal Dinston était devenu le symbole de tout ce qui n'allait pas dans le système, et son humiliation publique avait donné à d'autres le courage de dire la vérité au pouvoir. Mais ma vraie victoire n'était pas la vidéo virale ou les gros titres des journaux. C'était plus simple et plus personnel que ça. 3 jours plus tard, j'étais de retour chez moi, sur Greg Mill Road, à travailler sur la véranda qui était restée à moitié finie pendant 2 ans. Le travail physique faisait du bien après des mois de manigance et de complot. Un travail propre, honnête, qui produisait des résultats tangibles. C'est là que Mélanie et Sacha sont apparus. Elles sont sorties de la voiture de Sacha avec l'air de réfugiés d'une zone sinistrée. Les vêtements de marque de Mélanie avaient été remplacés par des vêtements de maternité de magasins discount, et ses cheveux parfaitement coiffés pendaient, mous et sales. Sacha avait l'air encore pire. Des cernes sombres sous les yeux et l'expression traquée de quelqu'un qui a découvert que la loyauté était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Il faut qu'on parle », a dit Mélanie, sa voix manquant de son ton autoritaire habituel.
À propos de quoi? Ai-je demandé, sans prendre la peine de lever les yeux de la planche que je clouais. Pour arrêter tout ça. Pour faire une trêve. J'ai posé mon marteau et je me suis tourné vers elle. Une trêve? Qu'est-ce qui te fait croire qu'on est en guerre? Ne fais pas l'idiot, Tom. Tu as systématiquement détruit tout ce que Cal a construit. Tu as fait de moi une paria dans ma propre ville. Tu as. J'ai tenu des gens pour responsables de leurs actes, ai-je interrompu. Ce n'est pas la même chose que la guerre. Sacha s'est avancé, le visage tordu par le désespoir. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Cal est fini, mais il nous entraîne tous dans sa chute. Je perds ma maison. Mel ne trouve de travail nulle part dans le comté. On est toutes les deux. Vous êtes toutes les deux en train d'apprendre ce que sont les conséquences, ai-je dit. Bienvenue dans le monde réel. Ce n'est pas de la justice, a dit Mélanie, la voix brisée. C'est de la vengeance. Parfois, c'est la même chose. Elle s'est mise à pleurer. Pas les larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées pour obtenir ce qu'elle voulait pendant des années, mais de vrais sanglots d'une femme qui n'avait plus d'option. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu avoir pitié d'elle. Je suis enceinte, Tom. Quoi que tu penses de moi, ce bébé ne mérite pas de souffrir pour les erreurs de ses parents. Tu as raison, ai-je dit, les surprenant toutes les deux. Ce bébé mérite mieux qu'une mère qui pense que l'adultère est un plan de carrière et un père qui ordonne des passages à tabac comme on commande au restaurant. Alors aide-nous, a plaidé Sacha. Tu as fait valoir ton point de vue. Tout le monde sait ce qu'on a fait. Ça ne suffit pas? J'ai réfléchi à la question un long moment, en regardant ces deux femmes qui avaient semblé si intouchables, si confiantes dans leur pouvoir de manipuler et de détruire. Maintenant, elles étaient brisées, désespérées, réduites à mendier la pitié de l'homme qu'elles avaient tenté d'écraser. Non, ai-je dit finalement. Ce n'est pas assez. Qu'est-ce que tu veux de plus? A demandé Mélanie. Je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences. Je veux que vous viviez avec les choix que vous avez faits. Je veux que vous vous souveniez chaque jour, pour le reste de votre vie, que vous vous êtes infligé ça à vous-même. C'est cruel. Tromper son mari avec son patron, aussi. Tomber enceinte et s'attendre à ce qu'il élève l'enfant d'un autre homme, aussi. Le faire tabasser et jeter dans les bois quand il s'y oppose, aussi. Le visage de Mélanie s'est durci avec quelque chose qui approchait de son ancienne arrogance. Tu te crois si juste, n'est-ce pas? Le mari blessé qui obtient sa noble vengeance. Je pense que je suis un homme qui a été poussé trop loin et qui a décidé de riposter. Et le pardon? Et le fait de continuer ta vie? Je continuerai ma vie quand je serai prêt. Pour l'instant, je suis exactement là où je veux être. Elles sont parties après ça, remontant dans la voiture de Sacha avec la posture défaite de personnes qui avaient finalement accepté leur sort. Je les ai regardées s'éloigner, ne ressentant aucune satisfaction dans leur misère, mais aucun regret non plus. Cette nuit-là, je me suis assis sur ma véranda achevée, une bière à la main, et j'ai regardé la petite ville qui m'avait façonné, brisé et, finalement, forgé.